Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette séance. Bienvenue et merci d'être disponible sur l'heure du déjeuner pour ces HEC Insights, série Transition. Je suis François Collin, le directeur de la transition écologique de l'école, et donc j'ai le plaisir d'ouvrir la première de ces conférences qui seront régulières tous les mois ou toutes les 6 semaines et qui seront indifféremment en français ou en anglais. Alors, celles et ceux d'entre vous qui font partie du staff connaissent déjà les HEC Insights. Ce sont des séances qui permettent de rencontrer un collègue ou un département, donc en interne. Et on a décidé de lancer une nouvelle série, donc cette série Transition, pour inviter des experts qui viennent donc de l'extérieur et de donner une nouvelle couleur, de permettre de nouvelles rencontres sur ces thématiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans ces séries, dans ces conférences transition? On veut explorer de nouvelles visions, de nouvelles solutions sur les grands enjeux de la transition économique et sociale. Donc dans un temps qui n'est pas strictement académique, qui est en dehors de l'heure de cours, qui est ouvert à toute la communauté HEC, les étudiants, les alumni, les professeurs, le staff, même si j'ai l'impression qu'on a surtout des étudiants qui sont là aujourd'hui. Et à travers ces prises de parole, qui vont être des entrepreneurs, des penseurs, des philosophes, des experts, vous offrir une multiplicité de regards sur toutes ces questions cruciales des grands enjeux écologiques et sociaux. Et chaque fois, ce sera une invitation à vous interroger finalement sur la façon dont l'entreprise, l'économie, le business participe évidemment à ces questions-là, mais surtout est porteur de visions, de solutions qui, on l'espère, pourront être source d'inspiration pour vous. Alors pour ouvrir cette séance, je ne sais pas si je pourrais le faire avec une seule main, j'avais décidé de vous lire quelques lignes de ce livre. J'espère que vous étiez tous à la conférence d'Emmanuel Faber lundi dernier, qui était extraordinairement inspirante. Si vous n'y étiez pas, je vous invite vraiment à voir le replay qui sera proposé, s'il ne l'est pas déjà. On me fait signe qu'il est disponible. C'est absolument remarquable comme vision d'ensemble et comme compréhension de l'évolution du monde et du rôle du dirigeant. Donc, vous savez, Emmanuel Faber a publié ce livre qui s'appelle « Ouvrir une voie ». C'est la comparaison qu'il fait avec l'escalade. J'ai choisi ces quelques lignes. D'autres que moi, dit-il, en situation de pouvoir dans les grandes entreprises, ont exercé leur leadership pour ouvrir la voie, trouver le passage vers de nouveaux modèles d'économie. Et ils y sont parvenus, parfois avant de tomber, parce que le vieux monde ne veut pas que ces voies s'ouvrent et qu'il coupe la corde d'assurage. Mais la voie est là, elle est évidente, elle terrorise ceux qui ont trop à perdre, de gloire, de pouvoir, d'argent, à ce qu'elle débouche. Et pourtant, chaque nouvelle longueur ouverte facilite la tâche de celles et ceux qui s'y engagent. Notre rôle à nous, il parle des dirigeants, mais ça pourrait être nous l'école aussi, c'est d'autoriser les pionniers de demain, ça c'est vous, à remettre en cause nos convictions, nos pratiques, la façon dont nous dirigeons nos entreprises. Notre rôle, c'est de poursuivre l'ouverture en changeant de corde quand elle a été coupée, en repartant avec d'autres, par là ou par ailleurs. Nous avons 10 ans devant nous qui engagent l'avenir tous ensemble. Donc, vous avez bien compris dans quel contexte on se trouve. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Timothée qui ouvre des voies sur une réflexion sur les modèles économiques. Et donc, vous savez qu'on va vous parler de la décroissance. Alors, quelques mots pour présenter Timothée, qu'on a le plaisir d'accueillir dans le cadre d'un cours qu'il fait à l'ensemble des étudiants de L3, de la grande école, après avoir rencontré l'ensemble des étudiants du Master SASI au cours du Festival SASI il y a quelques jours. Donc Timothée, vous le savez, vient de publier un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr,
l'économie de la décroissance, dont on me dit qu'il est déjà en rupture de stock après être sorti la semaine dernière. Donc j'espère, mais j'en vois sur les tables, donc certains ont été dans les bons réseaux. Timothée est chercheur en économie écologique à l'université de Lund, en Suède. Il est titulaire d'un doctorat en économie du Centre d'études et de recherche sur le développement à l'université de Clermont en Auvergne et du Stockholm Resilience Center de l'université de Stockholm. Voilà. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Julie Tinès qui l'a invité dans le cours, l'Institut SNO, l'association Esper et bien sûr le service communication qui ont permis de rassembler tout ce monde autour de sujets. Timothée, la parole est à toi pour cette... merci d'accueillir Timothée pour cette séquence. Merci. Bonjour tout le monde, merci à tous pour cette introduction et merci de m'accueillir. Quand je vous vois ici, moi ça me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de décroissance. J'étais étudiant en économie en deuxième année à l'université de Versailles-Saint-Quentin. C'était dans un amphi et il y avait pareil un événement le soir. Je pense qu'il y avait principalement du staff, mais voilà, certains étudiants étaient quand même venus. Et il y avait quelqu'un, je n'ai pas réussi à retrouver qui était venu présenter l'idée de la décroissance. Donc moi à l'époque, j'étais étudié sciences économiques, spécialisé sur ma troisième année en macroéconomie internationale, rien à voir avec l'environnement, aucun intérêt d'ailleurs personnel pour l'environnement. Et je me souviens avoir été ici dans la salle et en fait, nous nous sommes moqués de cette personne qui était venue parler de décroissance. Et je me souviens donc de l'arrogance d'un deuxième année d'économie, hein, donc avoir pensé, mais qui c'est ce plouc, ce guignol qui vient parler de quelque chose, vraiment le mec, il n'a même pas pris un seul cours d'économie pour savoir que la croissance, il est là, il parle de décroissance, il ne comprend rien. Et je me souviens des étudiants qui se moquaient de cette personne, et donc moi je joignais parce que c'était vraiment un effet de groupe, j'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait faire, donc se moquer du décroissant. Donc j'ai fait pas mal de chemin depuis, donc je suis parti en Suède, où j'ai découvert l'économie écologique. Donc l'économie écologique, hein, c'est juste l'étude de l'interaction entre l'économie et l'écologie, mais à partir d'une construction théorique interdisciplinaire qui mêle les lois de la physique, les lois de la biologie d'un côté, donc du côté écologie, et la science économique, telle qu'on l'étudie en économie classique. Et donc en étudiant ça, j'ai un retour pour essayer de comprendre ce phénomène de la croissance, hein, qui occupe beaucoup des économistes, et ça pas depuis hier, de la voir d'un nouvel œil. C'est-à-dire que quand on fait de l'économie écologique, on ne voit pas seulement des euros défiler, mais on voit aussi de l'énergie, des tonnes de métaux, de matériaux, des services écosystémiques, de l'eau, du carbone, des particules fines. En fait, on voit plein d'autres trucs que moi, je n'avais jamais vus avant en tant qu'économiste. Et donc, j'ai regardé la croissance d'un autre œil et ça m'a permis en fait de mieux la comprendre. Ça m'a permis de mieux comprendre le dynamisme d'une économie moderne, dans mon cas celle de la France ou celle de la Suède. Ça m'a permis en fait de résoudre des mystères que je n'avais pas réussi à étudier avant. Et donc bien sûr, quand on étudie la croissance et qu'on regarde un pays comme les États-Unis, la France ou même la Suède, hein, qui paraît assez sobre, eh ben, on se retrouve vite confronté à ce que j'appelle dans le livre là, une situation d'obésité biophysique. En fait, on a des pays qui ont complètement dépassé leurs limites planétaires. Donc les limites planétaires, le cadre qui a été inventé par les personnes qui ont lancé le Stockholm Resilience Center en 2009, autour de Johan Rockström, c'est vraiment l'un des premiers cadres pour mesurer, on va dire pour mettre des chiffres un petit peu plus précis sur ce qu'on appelait avant la soutenabilité ou encore plus précisément la capacité de charge des écosystèmes. Moi, j'aime beaucoup capacité de charge parce qu'on a tous l'expérience de prendre des ascenseurs. Vous prenez un ascenseur, il vous dit voilà, c'est 6 personnes, 500 kilos. Si vous montez dedans à 12 ou si vous mettez 2 tonnes de bagages avec vous, l'ascenseur, il va lâcher. Ben, en fait, la logique des écosystèmes, c'est un petit peu pareil. Vous avez un sol, vous pouvez faire pousser des choses, mais si vous venez faire pousser trop de choses trop rapidement, vous ne laissez pas le temps au sol de récupérer, de recréer les micro-organismes qui facilitent la croissance des plantes, et ben ce sol, il va perdre de sa fertilité
Pareil pour une forêt avec ses espèces. Pareil aussi pour quelque chose aussi simple que la capacité d'une ville à se climatiser, par exemple avec sa végétation. Donc si vous avez des lignes vertes d'arbres dans les villes, on sait que ça réduit en cas de canicule la température, alors que si vous coupez tous les arbres, ça disparaît. Donc moi, ça m'a permis, avec ces limites planétaires, déjà de se rendre compte que le problème de la transition écologique, il est toujours comparé à une certaine capacité de charge. Avant, moi, je n'avais pas compris ça parce que j'étudiais la croissance verte, sûrement comme vous, en tant qu'économiste, en regardant un petit peu des taux de découplage, mais sans vraiment de seuil, en fait, de découplage suffisant. Donc, je voyais, d'accord, on réduit en France les émissions de quelques pourcents par an, donc, très bien, on projette ça sur le futur, au bout d'un moment, on aura une empreinte à peu près soutenable. En fait, maintenant, quand on prend le cadre des limites planétaires, on se rend compte, trajectoire de maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré par le GIEC, qu'il ne faut pas dépasser un certain niveau d'émissions de carbone. Donc si vous, en fait, vous dépassez, vous atteignez la neutralité carbone en 2100, en fait, vous allez avoir dégradé la stabilité climatique avec énormément de conséquences négatives. Donc votre ascenseur écologique, il va lâcher avec des conséquences désastreuses pour votre économie et aussi pour toute la société qui est autour. Donc voilà, je me suis mis, avec ce cadre des limites planétaires, à me spécialiser sur l'obésité biophysique des économies à haut revenu. Et donc ce que je vais définir comme la décroissance. Alors je commence avec ça parce que moi, je suis un petit peu... enfin, c'est ce que mes collègues disent de moi. J'ai un problème quand les choses ne sont pas définies. Vraiment, et dans la décroissance, je ne sais pas si d'entre vous ont lu un petit peu des trucs dans la décroissance, c'était quand même assez abstrait la décroissance. Quand on lisait Paul Ariès, Serge Latouche, même Pierre Rabhi au début, Michel Lepaysan en France, on ne comprenait pas trop de quoi on parlait. Il y avait beaucoup de choses, on sentait qu'il y avait peut-être une belle idée derrière, mais moi quand j'ai lu ça ne m'a pas parlé. Parce que moi, peut-être économiste ou scientifique du social, on définit les trucs et on en parle. Donc moi, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de disparaître de l'écran, mais c'est une définition. Non seulement de la décroissance, mais une achetée, une offerte, j'en propose une aussi, de la post-croissance. Parce qu'on va dire que c'est un petit peu l'avancée théorique majeure de ce livre et ma tentative de clarifier un petit peu le débat pour faire avancer les choses, c'est cette division entre décroissance et post-croissance. Et j'ai aussi fait le choix de ne pas passer beaucoup de temps à parler de croissance verte. Non, je pense que c'est juste, si j'appuie là, ça ne fonctionne pas, mais c'était ma tentative de technosolutionnisme. Ça devrait. Vous voyez, c'est exactement ça le problème avec la croissance verte. On est tous là à attendre, genre ça devrait à un moment donné, il devrait se passer un truc, on devrait développer des émissions négatives. On ne sait pas si ça va se passer. Pour l'instant, ça ne s'est pas passé ou pas assez vite. Mais je vais quand même commencer par vous dire que ce que je vais vous présenter, et ce livre en général, c'est une version un petit peu synthétisée, une version décrue de ma thèse de doctorat que vous pouvez trouver en ligne pour ceux d'entre vous qui sont friands d'économie théorique et qui adorent lire des thèses très longues en anglais. Vous pouvez lire ça. Sinon, c'est ma tentative en fait d'offrir une première approche à la pensée décroissante. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec le concept, et on pourra en débattre après, je laisserai beaucoup de temps pour les questions, parce que c'est ça qui sera intéressant, mais quand on entend décroissance, il y a toujours quelque chose de négatif, un petit peu comme rationnement, ou des choses comme ça, alors que moi, et avec les chercheurs avec qui je travaille, beaucoup à Barcelone, à Leeds, et bien sûr en Suède, et quand nous, décroissance, on traite ça vraiment comme un concept portail, qui nous permet en fait de nous projeter dans une nouvelle façon de repenser l'économie, peut-être au-delà des catégories classiques de la comptabilité nationale, des agrégats comme l'emploi, l'inflation, et surtout le PIB, le revenu national, des choses comme ça, pour essayer de repenser l'économie à partir de concepts un petit peu plus subtils. Et donc pour pouvoir s'en échapper au niveau de la pensée, et aussi pour, en réalité, espérons, arriver à construire une économie alternative. Les slides arriveront quand ils arriveront, mais je vais commencer avec la première phrase de cette définition. Heureusement que je la connais par cœur.
La décroissance est une réduction de la production et de la consommation. Alors là, jusqu'ici, je pense qu'on est à peu près clair. C'est comme une récession. Alors là, si je disais ça, je pense que Serge Latouche m'aurait lancé un livre à la figure. Il aurait bien eu raison. Mais je pense qu'il est nécessaire de reconnaître qu'analytiquement, une économie, elle peut faire 3 choses. Macroéconomiquement, hein. Elle peut produire et consommer plus, elle peut produire et consommer moins, ou elle peut préserver ses volumes de production et de consommation. Donc ça correspond à ce qu'on appelle en macroéconomie la récession, une économie stationnaire ou en stagnation séculaire ou en croissance molle, et une période de croissance plus ou moins forte. Mais ce qui caractérise la décroissance, ce n'est pas juste le fait d'avoir une économie enrayée comme ça qui s'arrête. Sinon, on pourrait dire que le Japon est l'as de la décroissance depuis 2 décennies, ou qu'on a eu une décroissance géniale pendant la pandémie. En fait, ça ne correspond pas. Le concept, il faudrait rajouter 4 éléments. 4 éléments. Le premier, c'est l'allègement de l'empreinte écologique. Donc, une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Si on voulait être super précis, et les étudiants que j'ai eu ce matin devraient pouvoir l'expliquer, c'est pas empreinte écologique, c'est toujours empreinte écologique au pluriel. Okay, dans la littérature, on parle de pression environnementale, donc l'impact sur la biodiversité, pollution de l'air, pollution de l'eau, extraction de biomasse, métaux rares, minéraux, utilisation de l'énergie, émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, moi, j'appelle ça l'empreinte écologique parce que je trouve, bon, ça résonne, on voit bien, c'est le poids d'une économie. En anglais, on parle de throughput. Throughput, c'est le flux biophysique qui traverse votre métabolisme économique de la même manière qu'en tant qu'être humain, notre organisme est tous les jours traversé par un flux aussi d'énergie et de matière dont vous faites l'expérience tous les jours. Une économie, bon, c'est un petit peu pareil. Donc, décroissance s'applique une réduction de la production et de la consommation. Voilà, je vous ai mis un petit snapshot de la thèse assorti à ma chemise en plus, je viens de réaliser. Tout est pensé, tout est pensé. Ok, donc on en est là. Alléger l'empreinte écologique. Donc là, déjà, on se rend compte que ça va être super sélectif. Parce qu'on va pas faire on en parlait au déjeuner, on va pas faire une décroissance de la production et de la consommation à Madagascar. Non, c'est un pays qui n'a pas besoin d'alléger son empreinte écologique. Donc c'est un concept qui s'applique déjà dans les pays qui sont en dépassement écologique. Les pays à haut revenu, pour simplifier, bien sûr, à des degrés de dépassement divers sur des pressions environnementales diverses. Si vous utilisez le donut de Kate Raworth comme façon de représenter un petit peu l'obésité biophysique d'une économie, vous allez voir que l'économie américaine a une obésité qui est différente et d'une ampleur bien plus importante que celle qu'on a en France ou que celle des Finlandais. Donc le but, c'est d'aller sélectionner, on va dire, les productions, les consommations les plus intenses écologiquement pour qu'on puisse arriver à alléger l'empreinte totale. Alors là, tout de suite, vous allez me dire, ah oui, mais pourquoi décroître alors qu'on peut juste verdir l'économie? En fait, pourquoi réduire la production et la consommation? Parce que ça a l'air quand même vachement difficile et ça implique vachement de conséquences pour une économie alors qu'on pourrait juste attendre qu'elle se verdisse. Là, cette discussion, elle pourrait durer des jours, et d'ailleurs, ça fait des années qu'elle dure. C'est la discussion sur le découplage et la croissance verte. Alors moi, ça fait des années que je passe mon temps à éplucher cette littérature et faites-moi confiance, c'est horrible. Horriblement, c'est pas très fun. Voilà, c'est pas très fun. Il y a à peu près 900 études empiriques sur le sujet. Et en gros, vous pouvez lire aussi le rapport du GIEC, qui en fait une belle, pas le résumé, si vous allez dans le véritable rapport du GIEC, le 3e volet de la R6 sur l'atténuation, il y a quelques paragraphes dans le chapitre 2 sur le découplage. Et donc, si vous lisez les études, la petite vingtaine, trentaine d'études qui est mentionnée là-dedans, il y a des belles études un petit peu pour faire des revues de cette littérature. En gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a réussi à verdir des trucs, mais pas tout. Et ça a pris du temps. Donc, en gros, si vous regardez le métabolisme biophysique de l'économie française aujourd'hui, si vous faites des trajectoires pour toutes les pressions environnementales, l'empreinte matière, l'usage de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, et vous dites, OK, on veut être là, avec des deadlines différentes, bien sûr. Vous savez que la deadline climatique, voilà, on a une deadline à 2030, une autre à 2050. Pour l'empreinte matière, c'est des deadlines différentes. Et en fait, la croissance verte ne va pas nous permettre de faire tout le chemin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir verdir une partie, et on va pouvoir, bien sûr, le surcroît de production, les choses qu'on va produire en plus,
pollue moins que les choses qu'on produisait il y a 20 ans, souvent, et encore heureux, mais on va avoir du mal à verdir la totalité de l'économie dans son volume actuel. Donc en gros, ce que nous disent les études sur le découplage, c'est qu'il va devoir y avoir une partie d'efficacité, ça on peut appeler ça la croissance verte ou le verdissement, et une grosse partie de sobriété. Mais que la partie sobriété va être beaucoup plus grosse que la partie efficacité. Et moi, j'ai jamais compris les personnes qui disaient qu'on peut faire de la sobriété et de la croissance en même temps. Pour moi, c'est vraiment une petite confusion au niveau des définitions. Enfin là, si on a cette logique efficacité, sobriété, la partie de la sobriété, elle va forcément s'accompagner d'une réduction de certaines productions et de certaines consommations. Donc là, on est déjà dans la définition de la décroissance, de se dire on accepte, et c'est une hypothèse qu'on peut discuter, mais on accepte qu'on ne va pas pouvoir continuer, on ne va pas pouvoir verdir le PIB, donc l'économie, dans sa taille actuelle, et encore moins dans une taille accrue avec de la croissance tous les ans. Planifier démocratiquement. Alors je le mets ici aussi pour une différence fondamentale. Une récession, c'est pas anticipé, c'est l'accident d'une économie de croissance qui n'arrive plus à croître. C'est pas un choix politique, c'est même pas un choix au niveau des entreprises, c'est quelque chose de subi. La différence avec la décroissance, ou même on pourrait dire la sobriété, c'est de se dire qu'on va planifier, on va se dire, on va faire des politiques sectorielles, on va faire des politiques au sein des entreprises, des municipalités et bien sûr du gouvernement pour arriver à réorganiser les comportements, pour nous permettre de réduire la production et de la consommation d'une manière qui permettrait d'alléger l'empreinte écologique. Pourquoi démocratiquement? Je le laisse en suspens, ça arrivera avec l'élément après. Pour l'instant, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, on peut planifier ça en fonction des chiffres des limites planétaires, et puis on fait des coupes en fonction des différentes intensités écologiques des produits, et puis c'est tout, on les impose aux gens. On va voir après que ce n'est pas aussi simple. Donc, premier élément, c'était la soutenabilité, l'empreinte écologique. Deuxième élément, la démocratie. Troisième élément, la justice sociale. Alors là, c'est une autre sélectivité parce qu'on se rend compte que les émissions et les pressions environnementales en général, elles sont concentrées. Donc, vous connaissez tous ce chiffre, que la moitié des émissions à l'échelle de la planète sont associées à la consommation des 10% des ménages les plus riches. Ce chiffre à l'échelle de la planète est aussi vrai à l'échelle de l'Union européenne. Si vous prenez les pays de l'Union européenne, les émissions totales des 10% des ménages européens les plus fortunés sont les mêmes que les émissions totales en tonnes de la moitié de l'Union européenne la plus pauvre. Et si vous regardez un pays comme la France, les données en France ne sont pas excellentes là-dessus, mais il y a une étude qui est sortie le mois dernier en Autriche, pareil, qui nous montre une jolie corrélation, surtout sur certains secteurs, la mobilité par exemple, où là, le plus riche on est, le plus on pollue. Donc ça veut dire en fait la manière dont on va faire une décroissance, il va falloir qu'elle soit ciblée pour une raison d'efficacité. Ce n'est pas juste une raison de justice sociale, c'est déjà si vous voulez réduire les émissions et vous faites comme Thanos et vous fermez votre poing et ça supprime la moitié de la population du globe, mais en fait ça va être beaucoup moins efficace que si vous allez venir cibler déjà toutes les consommations qui sont associées à énormément d'émissions. De la même manière, là on commence à pouvoir calculer des empreintes carbone associées au patrimoine financier. Et là, la logique, c'est de faire en sorte que l'épargne d'une économie ne soit pas investie dans des nouvelles activités extractives. En fait, on ne veut pas ouvrir des nouveaux puits pour aller extraire des barils de pétrole qu'on devrait laisser sous la terre. Donc là, on peut voir qu'il faut cibler cette épargne qui est mobilisée pour être investie. C'est toutes les discussions sur le divestment. Okay, donc là aussi, c'est des réflexions qui sont beaucoup plus ciblées. C'est pour ça que ça paraît bizarre, mais très souvent, on se perd un peu dans ces malentendus, décroissance. Oui, c'est un concept macroéconomique, donc c'est pareil partout, c'est l'économie qui va décroître. Mais non, parce que la croissance aussi, c'est un phénomène agrégé, mais ça ne veut pas dire que tout est en croissance. Enfin, dans une économie en croissance, vous pouvez avoir des entreprises qui font faillite, vous pouvez avoir des ménages qui s'appauvrissent, vous pouvez avoir des régions qui s'appauvrissent, vous pouvez avoir des municipalités en déficit et d'autres municipalités en surplus. Et quand on le mesure à la fin d'un semestre, voilà, on se dit, tiens, on a une croissance nationale, mais qui cache une diversité de dynamisme. De l'autre côté, la décroissance, c'est la même chose. Donc, il va y avoir des secteurs qu'on va vouloir faire croître. Si certains d'entre vous vont travailler, faire du conseil environnemental aux entreprises, ça, on peut imaginer pendant une transition écologique, c'est un secteur qui va être en pleine expansion.
Et d'autres choses, pour ceux d'entre vous qui veulent devenir pilote de ligne, spécialisés dans le vol des jets privés, vous risquez de ne pas avoir du boulot pendant longtemps. Donc, ne pas oublier quand même que la croissance et la décroissance, c'est des phénomènes émergents. On les mesure après coup. On peut faire des politiques de croissance et des politiques de décroissance pour essayer d'inciter l'économie à aller dans une direction, mais il n'y a jamais de bouton production et consommation. Je montrerai après qu'il y a plein d'autres boutons on peut appuyer dessus, mais il n'y en a pas de bouton à gros G. OK. Soutenabilité, démocratie, justice, bien-être. Alors moi, je termine avec le bien-être parce qu'en tant qu'économiste, j'ai jamais vraiment bien compris pourquoi est-ce qu'on faisait l'amalgame entre la croissance et le progrès. Après pas mal de temps passé à décortiquer le manuel de calcul du PIB, et même les gens qui travaillent en comptabilité nationale, et le calcul d'ailleurs, le manuel dans ces 720 pages l'écrit noir sur blanc, le PIB n'est pas un indicateur de bien-être. Donc, quand on voudrait réorganiser l'économie pour le bien-être, ce n'est pas la même chose que réorganiser l'économie pour la croissance. La preuve, les pays à revenus, tous les pays à revenus, sont au-dessus de seuils où les indicateurs de performance sociale, la durée de vie, qualité de l'éducation, qualité de la démocratie, taux de confiance, indicateurs de bonheur, donc de bien-être subjectif, sont décorrélés du revenu par habitant. Donc dans un pays comme la France, en fait, le bien-être ne dépend plus de la quantité totale de revenus que vous avez à l'échelle de votre économie, ne dépend plus de la production, mais c'est des choses beaucoup plus subtiles. La location, l'accès à ces services, la qualité des biens et des services, beaucoup d'autres choses. Et donc, mais là, ici, j'ai un peu l'impression de dire quelque chose dont on a aussi tous fait l'expérience. Enfin, moi, je suis né, j'étais petit, comme un bébé, et j'ai énormément grossi, voilà, grandi, et je suis devenu... j'ai fait 1m80, voilà, quand j'avais 25 ans. Je fais toujours 1m80, c'est-à-dire que mon métabolisme biophysique est à peu près constant. Hein. Je mange la même quantité de nourriture, le flux biophysique n'a pas changé. Et pourtant, je me considère qualitativement assez différent de quand j'avais 25 ans. Et bien en fait, là, c'est un petit peu la même idée pour une économie. Bon, à un moment donné, il faut s'activer pour produire des trucs. Si vous récupérez une économie après la guerre, vous allez voir une croissance économique formidable, parce qu'il va falloir s'agiter économiquement pour produire beaucoup de trucs. Mais une fois que vous avez les infrastructures de base, une fois que vous avez vraiment les routes, les bâtiments, tout ça, on peut comprendre que les taux de croissance ralentissent parce qu'il y a besoin de moins s'agiter. Pareil, si vous avez, je ne sais pas, une pandémie, bien sûr, on va avoir une agitation dans le milieu de la santé. C'est normal. Mais une fois la pandémie terminée, est-ce qu'on voudrait que cette agitation dans le milieu de la santé continue? Non. En fait, ça retomberait. Donc moi, c'est un petit peu l'idée que je développe dans une économie qui est centrée sur le bien-être. On a des fluctuations de production et de consommation, mais on n'a pas de croissance exponentielle année après année. Pourquoi? Parce que les besoins humains sont finis. Voilà, certains microéconomistes ici se sont peut-être évanouis, mais en tout cas, c'est ce que nous disent les psychologues, les sociologues, les anthropologues et surtout les philosophes. En plus de notre expérience personnelle, imaginez n'importe lequel de vos besoins d'éducation, de mobilité, de santé. Mon besoin de mobilité, c'est d'aller de A à B. Peut-être j'ai besoin d'un tram, d'un vélo pour y aller. Je n'ai pas besoin d'une augmentation de 2% dans la production de tram exponentiellement chaque année. Non, j'ai besoin de ça. Pareil, quand je suis malade, j'ai besoin d'avoir accès à un médecin et à des médicaments. Et ensuite, je reviens en pleine santé. J'ai besoin d'avoir accès à assez de nourriture pour pouvoir avoir un régime sain, agréable. Satiation. Donc si la logique de la satisfaction des besoins est plus une logique en fait de atteinte, croissance jusqu'à avoir assez pour atteindre les taux de satiation et ensuite reproduction, maintien d'un métabolisme économique qui nous permette de satisfaire ce bien-être. Après, les parties qualitatives du bien-être étant plus d'ordre spirituel, intellectuel, politique, de choses comme ça. Donc, dans le souci du bien-être, c'est cet aspect, mais c'est aussi de se dire que dans une économie de croissance qui d'un coup va faire de la décroissance, va y avoir de l'incertitude. Va y avoir de l'incertitude. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple sur lequel je travaille en ce moment. L'État se finance partiellement à travers des taxes
comme la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont des taxes sur des marchandises. Donc, le moins vous vendez de produits, le moins l'État va recevoir de taxes sur la valeur ajoutée. Et donc, si une économie se met à décroître, donc le domaine du PIB devient de plus en plus petit et que votre modèle de financement de l'État reste très centré sur la captation d'une partie de la valeur des ventes sur ce secteur monétaire, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème. Et donc, là, c'est juste pour dire qu'il va falloir planifier une transformation d'envergure. On ne peut pas, encore une fois, juste jouer avec les niveaux de production et de consommation et ne rien changer. Il va falloir repenser vraiment l'économie dans son ensemble. Et ça me permet de passer à la deuxième partie. Donc ça, les premiers 5 points, c'est la décroissance. Pour moi, c'est la transition. C'est le régime. C'est aujourd'hui, voilà, on dépasse les lignes planétaires, il faut revenir. On va le faire d'une manière juste. On va le faire d'une manière qui nous permet de maintenir le bien-être, cibler la justice sociale. Démocratiquement, pourquoi? Oui, c'était sur l'aspect du bien-être. On peut calculer l'empreinte carbone de cette table basse. Pour calculer l'empreinte bien-être de cette table basse, ça va être beaucoup plus difficile parce que cette table basse, elle va être utile à un moment donné pour certaines personnes, pas dans d'autres, ça dépend. Donc une économie, on ne peut pas vraiment avoir... Enfin, les économistes, à un moment donné, avaient essayé de théoriser les dynamiques économiques avec le concept d'utilité qui était très lié aussi à la propensité à payer, à l'agitation des valeurs monétaires. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des limites de ces choses-là. Et donc, la planification démocratique, c'est une autre façon de dire que, par exemple, quand vous vous posez la question dans une entreprise de quoi produire et comment le produire, eh ben, que d'inclure des objectifs qui ne sont pas seulement financiers, ça permet de discuter, d'avoir des ingénieurs qui vous disent non, moi je ne veux pas faire d'obsolescence programmée. Vous ayez des publicitaires qui vous disent non, excusez-moi, mais moi je n'ai pas fait 5 ans d'études pour qu'on me demande de faire une pub pour des 4x4. Voilà. Et donc, que l'objectif de production juste purement basé sur la lucrativité, parfois peut aller à l'encontre du bien-être et démocratiser, donc d'une manière très généraliste, c'est-à-dire inclure plus de personnes dans le processus de décision, que ce soit les budgets participatifs à l'échelle d'une municipalité, la logique des gouvernances multiparties prenantes dans les coopératives de l'économie sociale et solidaire, que ce soit les conventions citoyennes à l'échelle d'un État, que ce soit les coopératives de consommateurs ou que ce soit les monnaies locales dans un territoire. En fait, c'est plein de petits forums démocratiques où on prend des décisions économiques, mais avec plus d'intérêts, et donc des intérêts qui pourraient refléter des intérêts non financiers, notamment la valeur sociale liée au bien-être et la valeur écologique liée à la santé des écosystèmes. Alors, décroissance, donc transition, pour aller vers, moi, ce que j'appelle une économie de la post-croissance, on l'appelle comme on veut, mais qui serait donc une économie stationnaire. Ça, je vous l'ai montré. Le seul moyen, une économie stationnaire, mais une économie qui pourrait fluctuer, c'est-à-dire que si vous découvrez une nouvelle technologie qui vous permet soudainement d'avoir accès à une nouvelle ressource, je ne sais pas, on arrive d'un coup à recycler quelque chose qu'on ne pouvait pas recycler avant. Là, ça va augmenter votre production potentielle. Vous dites là, on pourrait produire plus. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de produire plus. Peut-être que vous n'avez pas besoin de vous agiter économiquement. Et vous dites, je préfère continuer à bosser 15 heures par semaine et faire de la sieste et jouer aux échecs le week-end que de réouvrir une nouvelle usine pour lancer une nouvelle marque de table basse. Donc complètement possible. Mais on voit bien que même une économie stationnaire, avec les progrès technologiques, avec l'évolution des comportements de consommation, peut fluctuer. Bien sûr, ça ne peut fluctuer qu'en dessous des limites planétaires. Les limites planétaires ne vont pas s'accroître exponentiellement chaque année, donc on sait que c'est toujours un mur, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs un plafond écologique, un mur qu'une économie ne pourra jamais dépasser. Donc une économie stationnaire, qui ne veut pas dire une économie stagnante, une économie stationnaire, pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire économique, ça vient des années 80, c'est le concept, ou même des années 70, de Herman Daly, l'un des pères fondateurs de l'économie écologique. C'était l'étudiant de Nicolas Georgescu-Roegen, le mathématicien roumain, qui a écrit un livre sur l'entropie et l'économie en 71. Donc l'économie stationnaire, en fait, c'est pareil, c'est le métabolisme stationnaire d'un être humain, mais avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. C'est-à-dire que l'économie peut y avoir des économies diverses, elle peut faire plein de trucs. Certaines économies peuvent concentrer leurs ressources pour produire une chose, d'autres une autre chose. Il n'y a aucune prédétermination. Mais la seule contrainte, on pourrait dire, et ça parlera aux ingénieurs, c'est une économie où la production se fait sous contrainte écologique.
C'est simplement ça. Enfin, moi, j'ai grandi à l'université avec le concept de développement durable et de triple bottom line, où on m'expliquait, vous savez, toujours les espèces de 3 cercles avec le social, l'écologique et l'économique, et où il fallait viser entre les 3 là, pour atteindre le développement durable. Mais en fait, ça, c'est un cadre analytique qui est complètement obsolète. Moi, je préfère plutôt parler de 3 cercles concentriques. L'économie, une petite partie de la société, un sous-domaine du social, au milieu, encastré dans la société, elle-même encastrée dans l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, avec le triple bottom line, on a un petit peu l'impression qu'on peut avoir ce qu'on appelle une substitution parfaite entre différents types de capitaux. Donc, je rase une forêt, mais c'est OK parce que je crée de l'argent et des tables basses. Le problème, c'est qu'une table basse, on ne peut pas la prendre et la retransformer en arbre. On perd en fait une certaine complexité et un phénomène d'entropie qui fait que quand on dégrade une pêcherie ou un écosystème complexe, on ne sait pas le reconstruire. Et parfois, il y a des phénomènes d'irréversibilité. Quand des terres arables se transforment en désert, c'est très très difficile d'y revenir. Donc moi, j'aime bien penser un petit peu l'interaction, donc les 3 cercles concentriques, avec cette idée de la proportion, de se dire que voilà, votre économie doit toujours être en proportion de la société qui la porte. Alors ça, c'est l'apport de l'économie féministe, de se dire que l'économie telle que mesurée par le PIB, c'est une petite partie, c'est la partie émergée de votre économie. C'est-à-dire la plupart de votre temps, ce n'est pas l'emploi salarié, c'est ce que vous faites en dehors de l'emploi salarié. En dehors de l'emploi salarié, vous allez participer à des activités qui sont productives. Vous allez élever vos enfants, vous allez nettoyer chez vous, vous allez écrire des articles sur Wikipédia, vous allez participer à une association de sport, vous allez donner des cours de physique à des lycéens, vous allez, je ne sais pas, participer à une chorale. Tous ces trucs-là, en fait, c'est des services socio-systémiques, comme des services écosystémiques, mais pour des systèmes sociaux. Ça construit de la confiance, ça construit du don, ça construit de la réciprocité. Et donc, ça vient limiter aussi la sphère de la production. On le voit bien quand vous faites un burn-out. Moi, j'aimais beaucoup Catherine Marsal, qui est une journaliste suédoise qui a publié le bouquin « Qui cuisinait le dîner d'Adam Smith ?» La réponse, pour ceux qui connaissent bien Adam Smith, c'était Margaret Douglas, sa mère. Adam a vécu toute sa vie avec sa mère, et sa mère s'occupait de lui. Donc, il se la jouait philosophe la journée et tout, je révolutionne l'économie, je veux bien, mais qui c'est qui fait la soupe? C'est Margaret. Et on s'en rend compte aussi, si vous faites un burn-out, vous ne pouvez plus produire. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller au travail. Parfois, vous voulez faire un burn-out parce que ça ne va pas chez vous à la famille, machin, parce que vous travaillez trop. Donc là, on voit en fait, il y a des phénomènes de soutien. S'ils disparaissent, de la même manière que sans terre arable, on ne pourra plus produire, et sans soutien communautaire, qui sont des choses très fines, sans famille stable, sans choses comme ça, là aussi, on perd une capacité de production. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un encastrement économique dans le social. Et bien sûr, l'intégralité du social doit être encastrée dans l'écologie, parce que ce soit la sphère monétaire ou non monétaire, si on se met à couper tous les arbres pour faire des tables basses, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. 30, on va jusqu'à 40, c'est ça? Ouais. Donc, c'est pour ça, je vais peut-être continuer pour 5 minutes, et après, on fait des questions, c'est ça? Ça irait? Si vous avez des questions. Bon, alors, je vais les faire très vite. Comme ça, vous les avez toutes d'un coup. Et là, vous avez ma définition en 10 points. Pour ceux qui ont l'œil, vous allez remarquer qu'elle est symétrique. C'est-à-dire qu'on a les 4 éléments qui arrivent pareil. Donc, soutenabilité, démocratie, justice, bien-être. Soutenabilité, démocratie, justice, bien-être. Donc, à chaque fois, la première ligne, c'est descriptif. Qu'est-ce que c'est? La réduction de la pollution. Qu'est-ce que c'est une économie stationnaire? On y ajoute les 4 principes, un compas, en fait, de soutenabilité, un compas pour une transformation sociale et écologique. Donc, cette économie stationnaire, on retrouve un petit peu les mêmes principes, mais dans une articulation différente. Parce que le concept de décroissance, il est puissant, parce qu'il provoque, on crée la discussion, c'est bien, parce que ça correspond à peu près aux courbes qu'on voit. Donc, bon. Mais bon, au bout d'un moment, vous n'allez pas parler de... Vous ne faites pas un régime toute votre vie. Si vous faites un régime toute votre vie, c'est que le régime ne marche pas très bien. Donc la décroissance, pareil, c'est une transition, avec un peu de chance, sera la plus courte possible. Processus, on l'a vu, de transformation institutionnelle, mais aussi une réduction concrète, pour nous amener à cette économie stationnaire qui reste en harmonie avec la nature. Là, vous pouvez voir que j'ouvre un petit peu les mots pour échapper à la vision managériale, utilitariste de la nature. Concept d'harmonie, très fort dans la cosmologie du buen vivir sud-américain. Moi, j'aime beaucoup, donc, d'essayer de développer cette espèce de sympathie écologique.
entre différents membres du communauté du vivant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui dépasse de loin l'économie. Où les décisions sont prises ensemble. Donc là, on voit, c'est en fait la planification qu'on a pendant une transition, d'essayer aujourd'hui de faire un trait entre l'essentiel et le superflu. C'est quelque chose, on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait juste le faire pendant une transition. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur le rationnement. Le concept de loin le moins cool de l'histoire des sciences économiques. Quand vous dites que vous êtes spécialiste du rationnement, autant vous dire que personne ne vous invite à dîner. Mais en fait, le rationnement, c'est un protocole d'allocation qu'on a dans toutes les économies. Enfin, aujourd'hui, dans l'économie française, nous rationnons beaucoup de choses par les prix. Combien d'entre vous ici ont une Ferrari ? Bon, j'imagine pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que pour avoir une Ferrari, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est rationné par les prix. Par contre, si vous allez à la poste, il y a un autre protocole de rationnement pour avoir accès à la caisse, ça s'appelle la queue. Donc si vous avez une Ferrari, que vous êtes milliardaire, vous allez à la poste, vous faites la queue comme tout le monde. Pareil, si vous voulez un rein, si vous avez besoin d'un rein en France, vous faites la queue. C'est un protocole de rationnement qui n'est pas le même à la poste. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est plus complexe, mais pareil. En fait, que ce soit un rationnement, on pourrait dire par l'amour, dans la logique de la famille, dans les logiques du don, utilisé par les anthropologues, c'est une méthode de rationnement dans l'économie de la famille, hein. C'est pas vraiment une économie, mais on peut appeler ça comme ça, voilà. Le rationnement par l'entraide dans les réseaux de réciprocité, Couchsurfing, Wikipédia, entre potes, ça, c'est aussi des processus de rationnement. On décide, qui c'est que j'emmène quand je vais à HEC le matin, à qui je prête mes cours. Là aussi, vous décidez d'allouer une ressource rare. Un protocole de rationnement politique par la répartition étatique, municipale ou même parfois privée. Et un protocole de rationnement par les prix sur les systèmes d'échange marchands. Donc, il faut bien voir, quoi que vous fassiez, votre économie, elle sera toujours rationnée d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était pour dire où les décisions sont prises ensemble. À partir du moment où on rationne, la question, c'est pas est-ce qu'on rationne et qu'on ne rationne pas, vu qu'on rationne toujours. La question, c'est quelles règles régissent l'allocation. Est-ce que c'est une allocation efficace des organes, par exemple, en France ? Si moi, je me retrouve avec 4 organes et j'en ai pas besoin, le mécanisme d'allocation, il ne marche pas très bien. Est-ce que c'est juste ? Bon, pareil, là, aujourd'hui, l'allocation du carbone se fait par les prix. Donc, si vous êtes super riche, vous pouvez émettre énormément de carbone. Bon, on pourrait dire que vu que le carbone est absolument nécessaire pour éradiquer la pauvreté dans les pays du Sud, qui vont devoir construire énormément d'infrastructures dans les années qui viennent, le brûler à faire des allers-retours Paris-New York en jet privé dans les pays déjà riches, moralement, pourrait poser des problèmes. Donc là aussi, on peut ouvrir. Est-ce que c'est un protocole de rationnement qui serait mieux géré avec une taxe sur le carbone, avec une taxe à palier, une taxe progressive sur le carbone, avec des quotas carbone ? La question est ouverte. Protocole de rationnement. Donc ça, les décisions sont prises ensemble. Pareil pour le... J'imagine que vous avez une mémoire de toute manière absolument sans fin. Donc, où les décisions sont prises ensemble pour le rationnement et aussi pour les questions clés. Quoi produire ? Comment le produire dans les entreprises ? Donc moi, je vous laisse avec cette pensée aussi un petit peu provocante. Je ne comprends pas l'utilité de l'entreprise à but lucratif. Alors peut-être certains d'entre vous arriveraient à me l'expliquer, mais moi, je ne comprends pas en quoi notre économie ne fonctionnerait pas bien mieux dans un pays comme la France si nous avions 4,5 millions de coopératives. Question, débat. Donc, où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées. Donc ça, c'est l'équivalent de dans un esprit de justice sociale. Pareil, dans une économie stationnaire, vous pouvez comprendre qu'en termes, il faut plus partager. Donc c'est un petit peu ça le concept. Si on a des budgets économiques limités et donc ça nous force à réduire la production et la consommation, partager est encore plus important que dans une économie en croissance. Parce qu'une économie en croissance, à la limite, si chaque année vous êtes de plus en plus de richesses, ça vous crée une petite marge de manœuvre, même si même les économies de croissance ne sont pas les championnes de l'éradication de la pauvreté. En France, les chiffres ne sont pas glorieux et la pauvreté est en hausse. Donc, repenser la prédistribution, la distribution et la redistribution, ça fait partie des changements institutionnels qu'on discute dans la littérature sur la décroissance. Je vous donne 2-3 exemples. Le ratio salaire maximum, salaire minimum. Donc ça peut être une politique pour, en gros, assurer la distribution. Quelque chose un petit peu comme Thomas Piketty avait proposé d'un héritage pour tous. Là, c'est plus agir au niveau de la prédistribution. Une taxation progressive
des revenus, de la richesse, agir au niveau de la redistribution. Donc là, encore une fois, c'est des choix à faire. Et ces choix à faire, et là, c'est le dernier élément, afin de pouvoir prospérer sans croissance. Alors moi, c'est un concept qui a changé ma vie, prospérer sans croissance. C'était le livre de Tim Jackson en 2009. Et ça résonnait parce que moi, le but d'une économie, c'est de prospérer, c'est-à-dire d'arriver à satisfaire des besoins, nous contenter de la manière la plus parcimonieuse possible. C'est-à-dire que moi, je remplacerais volontiers le PIB, produit intérieur brut, par la sieste intérieure brute. Je veux dire, moi, une économie performante, c'est une économie qui arrive à détruire du temps en emploi. C'est-à-dire que chaque année, vous avez besoin de moins travailler, de moins mobiliser d'énergie, de moins couper d'arbres pour pouvoir satisfaire vos besoins. Donc c'est une économie où vous pouvez avoir de plus en plus de végétation et de petites grenouilles et de petits écureuils que vous pouvez regarder le week-end. Une économie où vous pouvez avoir de plus en plus d'énergie disponible, qui est là au cas où, si vous en avez besoin. Donc vous avez une marge de manœuvre, croissance potentielle, au cas où il y a une pandémie, au cas où il y a quelque chose, au cas où il y a un autre pays qui en ait besoin aussi. C'est le cas aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé au Pakistan. Ça serait super bien d'avoir des protocoles qui nous permettent de libérer énormément de ressources à des moments où il y en a besoin dans un autre endroit. Si toutes les économies sont en croissance, dont les économies déjà riches, en fait, il y a une compétition constante pour les ressources. Donc, ça crée vraiment des tensions autour de ces processus de libération de ressources. Et donc, c'est cette idée un petit peu de pouvoir prospérer sans croissance. Et là, je finis avec ça aussi, où pour prospérer sans croissance, bien sûr, il faut redesigner un petit peu le contenu de votre économie. Parce qu'une économie, pour qu'elle fonctionne, il faut que ça arrive à créer des emplois qui aient du sens. Donc, c'est une économie qui évolue. C'est une économie aussi qui arrive à investir dans certains secteurs. C'est une économie qui arrive à innover, c'est-à-dire qu'à mobiliser la compétence de ses participants pour résoudre des problèmes. C'est une économie, bien sûr, qui arrive à financer les services publics de qualité. Donc, tout ça, en fait, il faut arriver à le maintenir, mais en se débarrassant des impératifs de croissance. Et je termine là-dessus. Impératifs de croissance, c'est des choses parfois très simples. Donc, par exemple, moi, j'en parle. Le statut légal de l'entreprise à but lucratif, macroéconomiquement, devient un impératif de croissance. Parce que ces entreprises se font compétition sur des marchés à peu près dérégulés. Et donc, ça crée un impératif de croissance où les entreprises se retrouvent dans des grow or perish. Pareil, la publicité crée un impératif de croissance au niveau de la consommation. La publicité incite à consommer. Enfin, c'est un petit peu le but. Donc, si en fait le but d'une économie c'est de décroître, la publicité est un obstacle. Donc, bien sûr, dans une optique de décroissance, on essaye d'étudier la suppression presque totale de la publicité. Et pareil, les politiques de croissance, la maximisation du PIB à l'échelle du gouvernement est aussi un impératif de croissance. Si votre budget fiscal dépend des activités monétaires, bien sûr, vous n'allez pas dire il n'y a pas de souci, on va faire descendre le PIB. Donc là aussi, il faut s'adapter pour que tous ces acteurs de l'économie puissent prospérer sans croissance. Ceci étant dit, je m'arrête là. Merci de votre attention et posez les questions que vous voulez. Parce que vous avez qu'un micro dans la salle. On va pas venir les pieds, je vais garder la main. Ça marche. Ouais, comme ça. Hop, normalement ça marche. Ouais. Ah, j'ai pas la même voix. Ok. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit qu'il fallait repenser la manière de financer l'État, notamment du coup plus se baser uniquement sur la production, mais concrètement comment ça se manifeste, on taxe sur quoi? Il y a des économistes qui imaginent un État qui pourrait se financer sans l'existence de la TVA. Enfin, c'est d'ailleurs dans la proposition de Thomas Piketty, il propose on pourrait supprimer la TVA, par exemple, si on avait juste une taxation basée sur le revenu et la richesse. Moi, en tant que macroéconomiste écologique, la richesse d'une économie, elle est basée sur le temps, l'énergie, les matériaux, avant même d'être basée sur l'argent. Donc déjà, il faut faire la part des choses. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, de décortiquer le budget de l'État et se rendre compte, en fait, c'est quoi les dépenses défensives qui vont disparaître. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir des dépenses de santé pour lutter contre les maladies liées à la pollution de l'air dans les villes parce qu'on a beaucoup de voitures, et de se dire, oui, il va falloir vendre plus de voitures
pour, à travers la TVA, récolter l'argent pour payer les médecins qui nous permettront de guérir ceux qui souffrent de la pollution de l'air. Ça crée des cercles vicieux. Je vous donne un autre exemple lié à le financement de la recherche. Ça ne sert à rien de chaque année essayer de trouver plus d'argent pour financer la recherche si une partie grandissante de ces budgets de recherche sont utilisés pour payer l'accès aux revues académiques d'entreprises à but lucratif comme Elsevier, qui depuis des années s'approprient la propriété des journaux académiques. Il suffirait juste de dire, bon bah écoutez les gars, non, démarchandisation de la science, les universités retrouvent l'accès gratuit et total aux revues académiques, et c'est tout. Là, on se débarrasserait en fait d'un poids fiscal, ce serait une dépense, une rente qu'avaient ces entreprises. Donc déjà, il faut partir à la chasse à la rente. Le prix des médicaments, pareil. Enfin, si on regarde un petit peu les études qui se sont faites sur les prix des vaccins, vous regardez ça en tant que microéconomiste, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que ça n'a aucun rapport avec les coûts de production. C'est des prix qui sont discutés politiquement en fonction du position de monopole de ces entreprises. Donc là, je pense qu'il y a déjà un grand nettoyage à faire. Nous, c'est ce qu'on essaie d'estimer. Et une fois qu'on a fait ce grand nettoyage, quelle marge de manœuvre on a et un mode de financement qui serait plus juste. Est-ce que ça peut être, comme on le dit, de taxer plus l'usage des ressources que le travail, si on veut justement faire cette transition pour pouvoir que l'artisanat devienne moins cher que l'industriel, par exemple, il faut que les charges soient plus importantes sur l'usage des ressources, et surtout les ressources qu'on veut éviter, qu'elles le soient sur le travail, pour pouvoir accompagner vraiment l'expansion des milieux avec une faible productivité horaire. Oui, ici s'il vous plaît. Oui, j'ai une question sur les indicateurs. Comment est-ce que vous imaginez les indicateurs d'une économie post-croissance? J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas prises en compte dans les mesures actuelles, tout ce que vous appelez les services sociaux systémiques. Alors je me demandais aussi, est-ce que, une autre question qui est liée, est-ce que cette obsession de la mesure, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait abandonner dans une économie de post-croissance? C'est une belle double question. Je vais déjà commencer par la première qui est beaucoup plus facile. Premier indicateur alternatif au PIB, c'était 1972. À l'époque, c'était l'approche vraiment de prendre le PIB et d'enlever, par exemple, juste les pollutions, les activités néfastes. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Un indicateur que j'aime beaucoup, c'est les budgets bien-être que la Nouvelle-Zélande a introduit en 2019. Donc, c'est un tableau de bord en fait, de 65 indicateurs de santé sociale et de résilience écologique, divisés en bien-être présent, bien-être futur, ce qui permet de faire des arbitrages. Et pareil, chaque indicateur, il y a 2-3 indicateurs économiques, revenus disponibles, il y a un indicateur d'emploi, des choses comme ça. Mais d'autres indicateurs, par exemple, il y a des indicateurs de bien-être objectif, donc avec une échelle de 0 à 10, basée sur des questionnaires aux personnes. Il y a des indicateurs d'espérance de vie, donc mesurés en années. Il y a des indicateurs de perte de biodiversité, mesurés en nombre d'espèces par an. Donc, en fait, c'est un tableau de bord, mais où on n'essaie pas d'agréger en un seul indicateur synthétique. Je pense que le futur des indicateurs et de la comptabilité en général, c'est d'abandonner en fait l'objectif d'agrégation, de se dire qu'on va avoir un seul thermomètre. Et justement, ça lie avec la deuxième question, parce que c'est super difficile d'agréger. Et ça demande de faire des simplifications qui, en fait, après on se retrouve avec des indicateurs synthétiques qui ne nous permettent pas d'avoir des politiques économiques très fines. Donc moi, je serais d'avis qu'on se dise, on reste sur le tableau de bord et on admet que certains indicateurs vont être plus souples que d'autres. Les indicateurs de bien-être subjectif, si vous faites des questionnaires et vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes heureux, machin, de 0 à 10 bon, ou pareil, les indicateurs de confiance, comme je crois que c'est l'un des indicateurs dans les budgets bien-être, vous demandez aux gens, quel est le pourcentage de chance que quelqu'un vous aide, si l'un de vos proches vous aide, si vous êtes dans une situation de besoin pour différents trucs. Les gens disent oui, bon, oui, machin, on peut mesurer. Donc là aussi, il faut prendre ça avec certaines pincettes, mais il faut admettre cette espèce de pluralisme, il faut avoir une espèce de flexibilité épistémologique pour se dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout agréger en un chiffre. Et donc ça veut dire aussi d'abandonner l'idéal, et ça vient d'un macroéconomiste qui vous dit ça avec grand regret, mais de déclarer le deuil des modèles macroéconomiques. En tout cas, pour évaluer cette transition qui va être très complexe et presque imprévisible. Moi, je travaille vraiment avec des gens très pointus en macroéconomie, et là, on se rend compte même des trucs aussi simples qu'on n'a même pas les données carbone.
qui nous permettrait de voir des données matières, j'en parle même pas, les espèces, la plupart ne sont même pas comptées. Enfin, on ne peut pas avoir la granularité. Donc, comment est-ce qu'on remplace cette granularité pour faire c'est là que la démocratie intervient. Parce que si vous mettez autour de la table des gens qui connaissent bien une forêt, mais ils n'ont peut-être pas d'indicateur pour mesurer le nombre d'espèces, mais ils vont vous dire certains oiseaux sont là, certains oiseaux sont machin. Pareil, des entreprises dans certains secteurs ont des expertises qu'on ne peut pas indicateuriser. Et donc, pour moi, cette démocratie donc, qui va ralentir le processus de décision, hein, c'est ce qui se passe, mais qui va aussi le complexifier avec, par exemple, moi je travaille beaucoup avec des ingénieurs, on pourra avoir un indicateur d'obsolescence programmée. Ce serait vachement dur à calculer, ça prendrait des années à construire, ou on pourrait plutôt, à chaque fois qu'on design un produit ou qu'on évalue quelque chose, avoir des représentants des consommateurs, des représentants des ingénieurs, et voir un petit peu, les laisser discuter à quel point on peut ou faire des gradients, des indicateurs différents, comme on a, je sais pas, vous achetez votre nourriture, vous avez le Nutri-Score, bientôt il y aura le Carbon Score, qui s'ajoute au prix. Donc au final, avec les labels déjà, bon, c'est un peu le Far West, mais on voit que l'approche tableau de bord, elle s'applique non seulement à la production, au gouvernement, mais aussi à la consommation. La manière maintenant dont on consomme, elle se fait avec différents tableaux de bord. Parfois, on est d'accord pour prendre une augmentation de prix sur un truc comme ça, on arbitre, mais parce que c'est un label. Je pense que dans le futur, il va y avoir même encore plus de choses comme ça. Bonjour monsieur. Moi, ce que je voulais savoir, enfin c'est aussi une double question, désolée. C'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer toute la base sociale sur ce nouveau modèle économique, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'on est en train de fermer le banquet auquel ils n'ont pas eu le droit de participer voilà, auquel ils aimeraient pourtant participer et qu'on leur a promis depuis un moment. Et ma deuxième question, elle est liée, c'est en fait, est-ce qu'il existe vraiment un modèle de société qui permet une telle économie? Comme vous l'avez bien dit, l'économie, elle est encastrée dans la société. Et je pense que, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Qui choisit? Qui prend ces décisions? Et à chaque fois qu'on se pose ces questions-là, il y en a des milliards qui s'ouvrent, qui a les compétences pour les prendre. Est-ce qu'on a envie que notre question, notre manière de hiérarchiser ceux qui vont prendre ces décisions ou pas, ça va être sur le savoir, sur la compétence, etc. Comment est-ce que vous répondez à toutes ces questions-là? Déjà, je vais prendre la question de l'autre côté, c'est qu'il y a des expérimentations qui existent. Enfin, je veux dire, en France, on a une économie sociale et solidaire qui est quand même un domaine de l'économie sociale et solidaire qui est extrêmement étendu, avec beaucoup de coopératives, beaucoup de SKIC, beaucoup de monnaie locale, beaucoup d'AMA, beaucoup de jardins partagés, beaucoup de réseaux de réciprocité. Donc, c'est pas juste une économie sur le papier. C'est plutôt, moi, j'aime bien l'avoir comme ça, de me dire, qu'est-ce qui se passerait si on étendait la logique de l'économie sociale et solidaire à l'ensemble de l'économie? Et de manière un peu plus radicale aussi, qu'est-ce qui se passait si on étendait les principes d'éthique économique qu'on a entre potes à l'ensemble de l'économie? Parce qu'on se rend compte aussi, quand on organise un pique-nique entre amis, on va se partager des tâches, on va avoir un protocole de rationnement, des choses comme ça. Et d'un coup, quand on fait quelque chose macroéconomiquement, on a d'autres trucs. Sur la première question, les gens de dire on arrête le buffet, ok, si chaque année, la croissance, en plus, venait enrichir les plus pauvres. Là, je me dis, ouais, ok, là, ça serait franchement dur. Mais ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Hein. On peut avoir une croissance positive juxtaposée avec une augmentation des inégalités. On peut avoir une croissance qui augmente la pauvreté. Enfin, ce n'est pas un lien direct, mais c'est juste si c'est une croissance de personnes qui s'enrichissent, qui sont déjà riches. En fait, c'est une croissance anti-économique en termes de bien-être, parce qu'on sait que les inégalités, plus elles sont hautes, il y a une corrélation très forte entre les taux d'inégalité et le mal-être. Donc si vous avez cette croissance économique qui ne bénéficie qu'aux déjà riches et qui ne ruisselle pas, macroéconomiquement, c'est contre-productif. Donc aujourd'hui, moi je considère la décroissance une meilleure stratégie d'éradication de la pauvreté dans un pays comme la France que la croissance. Tout simplement déjà parce que la croissance est un indicateur aveugle. Continuer d'appuyer sur le bouton du PIB en espérant que ça arrive au bon endroit, c'est presque... Oui, c'est de la sorcellerie presque. Hein. C'est vraiment... Alors que de se dire, bon voilà, maintenant on comprend que résoudre la pauvreté, ça va demander une véritable réflexion institutionnelle sur l'accès aux biens et services, sur la répartition géographique, sur les inégalités, sur l'accès à l'éducation, sur des trucs très très fins que les économistes spécialistes du sujet et les sociologues et les autres connaissent déjà. Mais de se dire, on ne peut plus faire appel au génie magique de la croissance
et y mettre les mots. Moi, c'est ça que je trouve bizarre. Hein. Quand je suis invité pour parler de la croissance, les gens me disent toujours oui, mais la croissance, progrès, innovation, civilisation, développement, un truc comme ça. La croissance, c'est l'augmentation du PIB. Hein. C'est un truc qui est ultra spécifique. Et si vous avez l'augmentation du PIB qui est pas corrélée, je sais pas, à par exemple l'augmentation des brevets en éco-innovation, eh ben, je suis désolé. Cette croissance, ce n'est pas l'innovation verte. Si pareil, cette croissance, elle est décorrélée d'augmentation du bien-être, la croissance, ce n'est pas le bien-être. On peut avoir aussi des cas de ce qu'on appelle des récessions sociales. On avait parlé du burn-out que vous pouvez faire individuellement. Une récession sociale, c'est quand vous avez tout un système social qui s'effondre. Et ben aux États-Unis, on avait des périodes de croissance positive avec des récessions sociales, avec une dégradation du niveau de vie, avec une baisse de l'espérance de vie, où là, on se rend compte en fait que la dynamique des économies modernes qui ont déjà accumulé, c'est plutôt une question de partage que d'autre chose. Alors, c'est vrai que là, ça ouvre une autre question de dire, ce ne serait pas plus simple politiquement de se dire on continue de croître pour résoudre les inégalités, comme ça on n'a pas à partager. Et là, c'est vrai, c'est un véritable obstacle. Hein. Moi, je ne suis pas politologue, hein, donc je passe la balle de manière... je suis content de pouvoir leur passer la balle, mais macroéconomiquement, ne soyons pas ceux pour défendre que la croissance est nécessaire pour baisser les inégalités et la pauvreté, parce que factuellement, et même théoriquement, ce n'est pas vrai. Du coup, bonjour. Moi, c'est juste dans la définition, il y a quatre volets qui s'imbriquent et j'ai bien compris je pense qu'on est censé, qui sont censés s'aider entre eux et se combiner, et que dans un effort, vers la décroissance ou la post-croissance, on est censé allier les quatre. Mais est-ce que le risque d'avoir cette espèce d'idéal où toutes les dimensions sont assez exigeantes, que cette exigence, justement, elle n'empêche pas l'action parce qu'on veut tendre vers un modèle qui est assez parfait, et donc on ne fait rien si ça ne prend pas en compte les quatre dimensions. Je sais pas si c'était très clair. Alors, ça, c'est un idéal type simplifié. Hein. Je pense que toute économie, de toute manière, essaye toujours de satisfaire des multiples objectifs à la fois. C'est pour ça aussi que quand tout ça, c'est pas des choses qui vont s'ajouter dans une économie qui fonctionnait de manière naturelle. Ça, très souvent, on me demande est-ce que ça va pas être coercitif, de la régulation, de la contrainte. Pareil, il y a de la régulation et de la contrainte aujourd'hui dans l'économie. C'est juste un changement des règles du jeu de l'économie qui vont être plus ou moins efficaces et justes. Donc je ne pense pas que ça soit plus compliqué que l'économie aujourd'hui. Je pense plutôt que ça soit même beaucoup plus concret. C'est-à-dire aujourd'hui, l'économie, il faut se rendre compte, elle fait face à des chocs dont on n'a pas les solutions, à commencer par les crises écologiques qui vont s'empirer si on continue comme ça. Je ne vois pas comment on va arriver à les résoudre. Donc, ça vaut le coup, je pense, de s'arrêter, de se poser une réflexion qui va peut-être, au départ, paraître un petit peu complexe parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher des objectifs qui ne sont pas les objectifs dont on a l'habitude. Donc, la dette et le traité de Maastricht, l'inflation et les 2%, la croissance et les trajectoires historiques, les choses comme ça. Mais une fois qu'on aura fait ça, on arrivera à construire une économie qui sera beaucoup plus résiliente. Bonjour, merci beaucoup pour votre temps. J'avais une question qui concernait un peu les dépassements des clivages idéologiques gauche-droite. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend en compte la croissance, le travail, l'entreprise à but lucratif, on se rend compte que derrière tout ça, il y a quand même une forte idéologie. Et il suffit de lire Ayn Rand pour s'en apercevoir lorsqu'elle décrit un paysage où finalement, si on se laissait aller à ne pas faire des entreprises à but lucratif, ça serait la destruction du pays. Derrière la décroissance, on se rend compte en France aussi qu'il y a une certaine idéologie. On a l'impression que derrière, finalement, c'est beaucoup l'apanage de la gauche que de parler d'économie écologique, etc. Et pour votre point, le point où il y avait votre pilier de la démocratie qui semble dire, il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Mais comment embarquer tout le monde? Comment dépasser ce clivage gauche-droite pour embarquer tout le monde? Voilà, celui qui a la réponse à cette question, je pense, peut écrire un livre qui fera beaucoup plus de ventes que le mien. Déjà, je tiens à dire quand même, en économie écologique, il y a des choses qui sont vachement techniques. Et il y a la partie... calculer une empreinte carbone, c'est calculer une empreinte carbone. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a l'idéologie est partout, du côté de la décroissance, du côté de la croissance. Moi, je me pose toujours cette question. C'est-à-dire que si la décroissance est une idéologie, qu'est-ce que c'est que la croissance?
Les gens, souvent, ils ont tendance à penser que la croissance, c'est un phénomène qui se passe comme ça, objectif, que les économistes sérieux observent, et que la décroissance, c'est le rêve de quelques punks à chiens. Non, en fait, les deux sont des descriptions de phénomènes macroéconomiques qui sont bien sûr entérinés dans des valeurs, dans des ontologies spécifiques. Donc, moi, l'économie écologique, c'est une ontologie, c'est une vision du monde qui est liée, qui est différente de celle peut-être de l'économie néoclassique, qui est différente de celle des sociologues. Mais il faut qu'on arrive à faire la division déjà entre le constat scientifique. Aujourd'hui, je pense que le GIEC, qui est peut-être l'entreprise scientifique la plus... c'est une entreprise scientifique vraiment sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour essayer de dégager quelques faits sur lesquels on peut construire un consensus. La part de l'humanité dans le réchauffement climatique, toutes ces choses-là, qui au début étaient très idéologisées. Pareil, avant, si on disait le changement climatique existe, on disait ouais, gauchiste, machin. Je pense que dans 20 ans, quand on dira la même chose, quand vous direz par exemple, oui, la théorie des ruissellements, ça a été falsifié, comme la théorie de la croissance verte, les gens vous diront pas oui, marxiste et tout. Non, c'est juste une théorie qui aura fait ses faits dans les sciences et qui aura attrapé un consensus. Donc moi, en tant que scientifique, j'ai la part facile des choses. Je suis à l'université, donc moi, je peux juste faire un petit peu l'état de ce qu'on arrive à savoir sur ces questions-là. Et après, j'essaye d'en faire une analyse un petit peu plus personnelle et de l'offrir. Et ce livre, bien sûr, quand on regarde les politiques, il y a énormément de choses qui peuvent être rattachées à la gauche. Mais j'espère que quand on voit aujourd'hui, par exemple, le clivage sur les jets privés ou des trucs comme ça, des questions qui sont très clivantes, d'essayer de juxtaposer ces objectifs, pour moi, c'est une force de consensus. Ce que le GIEC appelle les doubles dividendes, donc ces actions qui vous permettent à la fois de faire baisser l'empreinte écologique et d'augmenter le bien-être. Classique, vous mangez moins de viande, vous avez une meilleure santé, vous prenez le vélo de temps en temps, vous êtes plus heureux, vous êtes en meilleure forme que si vous prenez votre voiture tout le temps. Donc là, je pense que ça permet de commencer à parler du chantier. Pareil sur les études qu'on a sur les coopératives à lucrativité limitée, qui vivent pas dans la misère la plus totale. On a un entrepreneuriat social et écologique florissant, avec des gens qui sont passionnés, avec des gens qui font des choses exceptionnelles aussi, même si elles ne sont pas mises en valeur de la même manière que si vous créez une licorne ouverte, une licorne verte. Donc, moi, j'essaye de me concentrer non seulement sur la pédagogie des catastrophes, mais aussi sur la pédagogie des miracles, et essayer de voir que tout est agencement institutionnel, en fait, tout est plastique. On peut tout modifier, c'est le jeu de l'économie. On ne peut pas modifier les contraintes biophysiques, mais on peut modifier tout ce qui est les règles sociales. Et j'espère que déjà, se mettre d'accord sur une palette de possibilités, ça serait déjà super. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup sur il n'y a pas d'alternative. On est sur la fin de l'histoire. De se dire que le système qu'on a aujourd'hui, c'est la seule possibilité économique. Et ça, c'est clivant, parce que tout de suite, on se dit c'est le pour ou c'est le contre. Alors que si on arrivait à créer un espèce de grand Netflix des systèmes économiques et de se dire, nous, notre but, on se voit comme les réalisateurs font des films, nous, économistes, on est architectes d'économie potentielle, on peut aussi créer des nouveaux systèmes. Si vous êtes un entrepreneur, vous allez pouvoir créer des choses qui n'existent pas sur un panel, sur tout un spectre, qui va permettre aux gens de choisir de manière très modulaire. Et ça permet un petit peu de confondre les idéologies très ancrées, les divisions gauche-droite, parce que vous allez faire votre propre petite soupe. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, et je finirai là-dessus, parce qu'il faut se rendre compte que, moi c'est une phrase que j'aime beaucoup, on a passé des décennies à enseigner à nos étudiants comment prédire l'économie du futur, et là d'un coup, on se rend compte que plutôt il va falloir, au lieu de prédire le futur de l'économie, il va falloir inventer l'économie du futur. On se rend compte qu'on a besoin d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens pour justement avoir cette page blanche économique, de recréer certaines choses sans forcément avoir peur de retomber dans des catégorisations idéologiques du passé, dont le syndrome de la guerre froide, c'est-à-dire, si vous critiquez le capitalisme, c'est que vous êtes un méchant soviète. Donc là aussi, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Enfin, on enseigne des cours d'histoire comparative des systèmes économiques où on apprend quand même qu'il y a une diversité de systèmes. Il n'y a pas juste le capitalisme et le socialisme. Il y en a plein d'autres.
Donc aujourd'hui, voilà, moi, ça sera peut-être mon dernier mot vu que c'était la dernière question, mais je vous souhaite bon courage pour être les architectes donc, de l'économie de demain. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous cherchez des lectures ou si vous voulez aussi lire mon livre. Pascal est à la sortie avec les exemplaires qui restent. Alors, merci beaucoup Timothée pour cet échange avec nous et on retient ce mot de la fin, hein, inventer l'économie du futur sans idéologie. Et pour poursuivre, donc vraiment, je vous invite à rencontrer le libraire qui est avec nous aujourd'hui pour les exemplaires qui demeurent du livre. Merci Timothée, à bientôt sur le campus d'HEC et pour les cours avec les étudiants cet après-midi.